La rivière à l'envers, chapitre 14, une devinette. Diable, fit Baptista Balagom. Au bout d'un moment, je voudrais bien voir ça. Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de partir si nous en avons envie? Oui, appuya Tomek, nous sommes venus, nous arriverons bien à nous en aller. Il s'efforçait de rester calme, mais une terrible inquiétude l'assaillit. Mes amis, reprit Tolgom, je comprends votre stupeur, et avant toute chose, vous devez savoir que des centaines de matelots ont éprouvé le même désarroi en entendant cette phrase incroyable. Or, regardez-les après quelques années. Ils sont les plus heureux des hommes. Ils ont femmes et enfants et... Mais il ne s'agit pas de cela, s'emporta Balagom. Dites-nous enfin pourquoi il serait soi-disant impossible de quitter cette île. A-t-on seulement essayé? Ceux qui ont essayé ne sont hélas plus de ce monde, soupira Tolgom. Mais laissez-moi plutôt vous expliquer. Vous avez bien sûr admiré l'arc-en-ciel qui salue les nouveaux arrivants sur notre île inexistante. C'est un des plus beaux spectacles que nos yeux humains puissent voir, n'est-ce pas? Eh bien, le même arc-en-ciel se forme dès qu'un bateau, un voilier, une barque ou même un radeau s'éloigne de ligne et gagne le large. Seulement, lorsque l'embarcation s'approche de lui et va passer dessous, cet arc-en-ciel somptueux devient noir. On ne peut imaginer vision plus épouvantable qu'un arc-en-ciel noir, je vous assure. Puis, une brume épaisse se lève et il ne se passe plus rien. Du moins, rien qu'on puisse voir depuis notre île. Une chose est sûre, l'embarcation, grosse ou petite, finit par sombrer et elle est engloutie dans les profondeurs de l'océan. C'est le plus grand des mystères. Croyez-moi, il vaut mieux se résigner et apprendre à vivre ici. Vous verrez, il n'y a pas climat plus doux que le nôtre. Nous ne manquons de rien, nous élevons des troupeaux de moutons et de vaches, la terre est bonne et nous faisons pousser toutes les... Tolgom parlait de son île, mais Tomek et Balagom ne l'écoutaient plus depuis longtemps. La fin de l'après-midi fut consacrée à une promenade. Tolgom entraîna ses deux invités jusqu'en haut de la colline, d'où ils purent constater que l'île inexistante était décidément bien petite. Cela donnait le vertige de la voir si minuscule au milieu de l'immensité. Tomek luttait pour faire bonne figure, mais l'idée de devoir rester toujours sur ce petit bout de terre lui donnait presque la nausée. Et la beauté du paysage n'y changeait rien. Ses pensées le ramenaient sans cesse à Anna. Comment trouver goût à la vie désormais, sans l'espoir de la revoir un jour? Et Hicham, à qui il avait promis de revenir bientôt, et l'eau de la rivière Kiar qu'il devait lui rapporter. Le soir, il eut toutes les peines du monde à s'endormir. Il entendait Basti Balagom qui tournait et se retournait dans la chambre voisine. Lui non plus ne trouvait pas le sommeil, pas plus sans doute que les autres matelots. Ils avaient éprouvé en peu d'heures tellement d'émotions violentes. La terreur d'abord à la vue de l'arc-en-ciel funeste, l'émerveillement ensuite devant tant de beauté, puis le bonheur d'être sauvés, et celui plus immense encore de retrouver vivantes des personnes aimées qu'ils avaient crues mortes depuis longtemps. Et enfin cette terrible et incroyable nouvelle, ils resteraient à jamais sur cette île inexistante, dont ils ne savaient plus si elle était merveilleuse, effroyable ou les deux à la fois. Au milieu de la nuit, Tomek se réveilla. Il venait de rêver, et Marie lui disait avec son bon sourire plein de confiance, « Tu veux tenter de quitter l'île, Tomek ?» Je m'en doutais. Depuis que je t'ai vu prêt à traverser la forêt tout seul, je sais que tu es un garçon courageux et capable de tout. Je suis sûre que tu réussiras. Le jour se levait à peine. Tout le monde dormait encore sur l'île. Tomek se dit que le plus grand danger était certainement de laisser s'installer l'habitude. Quelques jours suffisaient peut-être pour qu'on supporte mieux l'idée de rester ici, et quelques semaines pour qu'on s'y résigne tout à fait. Surtout si l'île était aussi agréable que le prétendait Tolgom. Non, décidément, il ne fallait pas attendre, ne pas réfléchir. Tomek s'habilla sans bruit et quitta la maison sur la pointe des pieds. Sur la plage, il trouva une barque de pêcheurs, sauta dedans et rama vers le large. Il n'avait laissé sur son lit qu'une simple lettre. « Cher monsieur Basti Balagom, je vais essayer de franchir l'arc-en-ciel noir. Si je ne reviens pas, gardez pour vous ce couteau à ours en souvenir de moi et tâchez de vivre heureux sur l'île inexistante. Tomek. » Il avait seulement emporté la petite fiole de parfum que Pépigom lui avait offerte, ainsi bien sûr que la pochette autour de son cou avec le sou d'Anna dedans. Il se dit que cette piécette était sans doute un porte-bonheur,
car après tout, il ne s'en était pas si mal tiré jusqu'à présent. L'île s'éloigna peu à peu dans la lumière rose du petit jour, et quand Tomek se retourna, il vit l'arc-en-ciel à l'horizon. Comme l'avait indiqué Tolgom, il n'était en rien différent de celui qu'ils avaient vu la veille. Aussi éclatant, aussi majestueux. Tomek rama encore une bonne vingtaine de minutes avant que les couleurs ne commencent à pâlir. Il était encore temps de faire demi-tour. Rien ne l'en empêchait. Rebrousse chemin, Tomek, se dit-il à lui-même. Reviens au port. Remets cette barque où tu l'as prise. Rentre chez Tolgom. Glisse-toi dans les draps tièdes et ne dis rien à personne de ta folie. Mais ses bras continuèrent à s'activer et il garda le cap. Mon Dieu, aidez-moi, gémit-il, lorsque l'arc-en-ciel vira au gris, sale, puis au noir. C'était encore plus effrayant qu'il ne l'avait imaginé. Il cessa de ramer et laissa la barque dériver quelques instants. L'eau devint immobile et noire, comme celle d'un lac oublié. Il trempa ses doigts dedans, elle était glacée. L'idée de s'y enfoncer était insupportable. Une brume grisâtre s'éleva. Il attendit dans le silence, et c'est au moment où il allait se remettre à ramer, en direction de l'arc-en-ciel, qu'il perçut pour la première fois le grincement régulier. Cela ressemblait au bruit que ferait une brouette mal graissée, ou plutôt à... Tomek connaissait ce bruit, mais il ne parvenait pas à le nommer. Il distingua soudain une forme mouvante au-dessus de lui et reconnut immédiatement ce que c'était. Une balançoire. Une gigantesque balançoire accrochée à l'arc-en-ciel et dont les crochets de fer grinçaient horriblement. C'était la seule chose qu'on entendait désormais, le grincement régulier de la balançoire dans la brume. Toute vie s'était arrêtée. Tomek se demanda si son propre sang coulait encore. Il frissonna car un froid humide s'était abattu sur l'eau. Il tenta de ramer pour se réchauffer un peu, mais la barque ne bougea pas d'un seul centimètre. C'est juste après cela qu'il vit la créature assise sur la balançoire. Il n'avait jamais imaginé qu'un être aussi épouvantable puisse exister. Cette femme devait avoir plus de 150 ans. Elle était d'une maigreur extrême. Ses membres n'étaient que des os d'où pendouillaient flasques des lambeaux de peau laiteuse. « Bonjour, mon garçon, grinça-t-elle en fixant Tomek de ses yeux de folle. Tu es venu répondre à la question ?» Quelle question se demanda Tomek, mais il fut incapable de prononcer un mot. La vieille lança en avant ses jambes squelettiques pour accélérer le mouvement de la balançoire. Elle était entièrement nue, sauf une paire de chaussettes blanches et des souliers de fillette qu'elle avait aux pieds. Ses longs doigts décharnés serraient les cordes depuis si longtemps sans doute que les ongles noirs avaient fini par entrer dans les poignets et qu'ils ressortaient de l'autre côté. Elle souriait en se balançant, mais son regard d'aigle ne lâchait jamais Tomek. « Je vais te poser la question comme aux autres, reprit-elle. Et comme les autres, tu ne répondras pas, Tomek. Tu vois, je sais ton nom. Et ainsi tu iras ajouter au leur ton gros ventre blanc de noyer au fond du fond du fond du fond de l'océan. Songe-y bien, Tomek, l'eau est noire et glacée, et tu y descendras lentement, 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 Tomek, mon petit enfant, mon tout doux, mon lézard, mon... Tais-toi, hurla Tomek. Tu n'as pas le droit de dire cela, tu dois te taire. Comment cette sorcière pouvait-elle savoir que Tomek était appelé ainsi par sa mère lorsqu'il était petit enfant? Mon lézard, mon tout doux. Il l'avait oublié lui-même, et maintenant qu'elle le lui disait, il se le rappelait très bien, et c'était insupportable. « Maman !» cria-t-il, « au secours !» Et comme la vieille dame éclatait de rire devant son désespoir, il hurla encore et encore « Tais-toi ! Tais-toi ! Tais-toi !» Puis le calme et le silence revinrent. On n'entendait plus à nouveau que le grincement régulier de la balançoire. La vieille n'était pas pressée d'en finir, semblait-il. « Et si je réponds ?» demanda enfin Tomek. La balançoire s'immobilisa d'un coup, dans une impossible position oblique, et la vieille chuchota. « Si tu réponds, mon lézard, tu passeras sous l'arc-en-ciel noir. Tu seras le premier, et après toi, tout le monde pourra le faire à sa guise. Et moi, je disparaîtrai pour toujours. Voilà ce qui arriverait si tu y répondais, mais tu ne répondras pas, mon tout doux. Je t'écoute, dit Tomek en grelottant de peur et de froid.
Interroge-moi. La vieille relança d'un coup de jarret le mouvement de la balançoire, fit une dizaine de va-et-vient, se figea de nouveau et énonça enfin d'une voix étrange et métallique. Nous sommes sœurs, aussi fragiles que les ailes du papillon, mais nous pouvons faire disparaître le monde. Qui sommes-nous ? Il y eut un long silence. La vieille restait suspendue dans les airs. Veux-tu que je répète la question, petit lézard ? Non, répliqua sèchement Tomek, qui avait très bien entendu. Alors je vais me balancer 50 fois, le temps pour toi de chercher la solution. Puis elle lança ses jambes en avant et le grincement reprit. Nous sommes sœurs, aussi fragiles, murmurait Tomek, mais il ne parvenait pas à réfléchir. Ses pensées allaient à la dérive, sans suite ni cohérence. Cela t'ennuie si je chante, ricana la sorcière. Sans attendre la réponse, elle se mit à fredonner des chansons enfantines. Elle semblait connaître en particulier chaque couplet qui avait effrayé Tomek petit ou l'avait fait rire. Elle savait tout de lui. Nous sommes sœurs, nous pouvons faire disparaître, répétait à l'infini Tomek. Le désespoir l'envahissait peu à peu. 22, 23, grinça la sorcière. C'est alors que Tomek sentit la barque vaciller sous lui, ou plutôt s'enfoncer légèrement dans l'eau. La rage le prit. Il voulut saisir les rames pour les jeter au visage de la vieille. Mais elles étaient comme soudées à la barque, et il ne put les soulever. Il s'acharna en vain. « Eh bien, mon petit lézard, tu es fâché ?» grimaça la sorcière. Puis l'eau noire et glacée commença à entrer dans la barque et à l'alourdir. Tomek essaya bien d'écouper avec ses mains, mais c'était peine perdue. 48, petit lézard, 48 et demi. Tomek sut alors que c'en était fini, qu'il allait être englouti comme les autres, qu'il fallait l'accepter. Il n'appellerait pas au secours, il ne supplierait pas cette affreuse créature. Il fermerait juste les yeux pour ne plus la voir, pour la faire disparaître. Il sursauta si violemment qu'il faillit tomber tout entier dans l'eau. Il sut aussitôt qu'il avait trouvé, que la réponse venait de lui être donnée. C'était cela, bien sûr. Il suffisait de fermer les paupières, les deux paupières, les sœurs paupières, aussi fragiles que les ailes du papillon, et le monde entier disparaissait. L'eau arrivait à sa poitrine quand il hurla de toute la force qui lui restait. « Les paupières, les paupières !» La forte sorcière se pétrifia aussitôt. Tomek s'attendit à la voir vociférer et cracher, mais non, elle s'apaisa au contraire. Son visage se calma et ses yeux se fermèrent lentement. Puis en quelques instants, elle accomplit sa métamorphose, et bientôt on ne vit plus sur la balançoire que le corps gracile d'une fillette en robe légère. « Bonjour ma cousine, bonjour mon cousin Germain », chantonnait la petite en lançant ses jambes vers l'avant. L'eau redevenue bleue se mit à clapoter autour de la barque. L'arc-en-ciel pâlit puis retrouva peu à peu ses couleurs irisées. Entre-temps, la petite avait pris un tel élan que ses pieds semblaient toucher le ciel. Finalement, dans un éclat de rire, elle se détacha de la balançoire et s'envola avec la légèreté d'un oiseau. Tomek saisit les rames et les plongea dans l'eau. Cette fois-ci, la barque répondit parfaitement. Tomek rama avec une énergie folle. « J'ai réussi !» cria-t-il à pleine voix. Au-dessus de sa tête, c'était une avalanche de couleurs. 1000 harpes jouaient pour lui. Au loin, la petite île inexistante se réveillait à peine.